Succès, polyvalence, longévité et controverse, ces mots résonnent puissamment dans l'histoire de John Layfield, mieux connu sous le nom de JBL. Ce lutteur a traversé les décennies en transformant sa carrière à chaque étape. De ses débuts difficiles à ses victoires marquantes à la WWE, JBL a su se réinventer en un cow-boy riche et arrogant, captivant les fans avec des rivalités mémorables contre des légendes telles que John Cena et Eddie Guerrero. Mais au-delà des combats et des titres, il a également navigué à travers les vagues de la controverse avec brio. Découvrez comment JBL a non seulement défié les attentes pour devenir l'un des heels les plus redoutables de sa génération, mais également marqué l'histoire du catch avec une carrière inoubliable qui a su dépasser les frontières du ring. And please welcome John Bradshaw Layfield. John Charles Layfield est né le 29 novembre 1966 à Sweetwater, Texas, de Mary et Lavelle. Son père Lavelle était un ministre du culte, ce qui l'a aidé à inculquer un fort sens de la religion et de l'éthique du travail à son fils dès son plus jeune âge. Cette éthique du travail s'est étendue à son amour pour le sport, en particulier la lutte et le football américain, ce dernier dans lequel il excellait durant ses jeunes années. En fait, à l'université chrétienne d'Abilene, Layfield est devenu une star de la ligne offensive de l'équipe de l'école, étant même nommé dans la première équipe de la conférence All-Lone Star en tant que junior et senior. Et tout ça lui a permis d'entrer dans le monde professionnel quand en 1990, il a été signé par les Los Angeles Raiders en tant qu'agent libre non repêché. Bien qu'il ait été coupé de l'équipe avant le début de la saison, il a rejoint la World League of American Football où il a été titulaire dans les 10 matchs de la saison 1991 pour les San Antonio Raiders, jouant au poste de bloqueur droit. Mais avant même de finir ses études, le futur champion de la WWE avait déjà décidé que le football ne serait pas sa carrière car il choisit plutôt de suivre un autre rêve de longue date en commençant à s'entraîner comme lutteur sous la tutelle des légendaires figures de l'industrie, Black Bart et Brad Rheingans. En tant que jeune homme, John idolâtrait les lutteurs texans comme Stan Hansen. Il n'est donc pas surprenant qu'il base une grande partie de son personnage sur ce modèle une fois qu'il a commencé. Il se présentait comme un dur à cuire qui plus que tout voulait simplement une bonne bagarre. C'est ainsi que les fans ont fait sa connaissance lorsqu'il a commencé à se produire pour la Global Wrestling Federation en 1992, initialement sous le nom de ring de John Hawk, le cousin fictif des célèbres frères Windham. Peu de temps après, le jeune homme a formé une équipe avec Bobby Duncombe, connu sous le nom de Texas Mustang, et ils ont remporté les championnats par équipe de la Global Wrestling Federation en novembre de cette année-là, ne tenant les ceintures que quelques mois avant de les perdre en janvier de l'année suivante. Excellent visiblement en tant que lutteur par équipe, John a pu regagner les ceintures une seconde fois le jour de Noël 1993, cette fois aux côtés de son entraîneur Black Bart, les deux hommes les conservant pendant 6 mois. Mais ce n'était pas tout pour le garçon texan à cette époque. John suivait également les traces de son héros Stan Hansen en se rendant au Japon où il a brièvement combattu pour la Network of Wrestling. Peu de temps après, il a poursuivi sa tournée mondiale en rejoignant la CMLL au Mexique où il se produisait sous le nom de Vampiro Americano. Et pendant qu'il était au sud de la frontière, il s'est également arrêté à la Fédération internationale de lucha libre, remportant leur titre mondial avant de passer par la Catch Wrestling Association en Allemagne, puis de retourner au Japon pour la Wrestling and Romance de Genichiro Tenryu. Ce voyage à travers le monde a grandement contribué à faire de Layfield un lutteur plus complet durant ses premiers jours. Et ainsi, lorsqu'il est retourné en Amérique en 1995 et a battu Kevin Von Erich pour devenir champion des poids lourds d'Amérique du Nord de la NWA, il n'a fallu que peu de temps avant que la plus grande organisation de lutte, la WWE, ne le remarque. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en décembre 1995 lorsque Vince McMahon l'a signé. Il a fait ses débuts peu après en battant Bob Holly le 27 janvier 1996 lors d'un épisode de Superstar et désormais connu sous le nom de Justin Hawk Bradshaw, il continue à être dépeint comme un Texan dur à cuire mais cette fois avec un accent plus cow-boy. En fait, au début, après avoir battu ses adversaires, il les marquait souvent à l'encre avec les initiales JB pour vraiment enfoncer le clou. Malheureusement, bien qu'il semblait promis un grand succès, le personnage dans sa forme initiale a rapidement perdu de sa popularité après avoir subi quelques défaites de haut niveau contre l'Undertaker et Savio Vega. En 1997, il a été quelque peu rebrandé en tant que lutteur par équipe, formant les New Blackjack avec son cousin fictif Barry Windham. Évidemment, les fans de lutte diront que chaque fois que l'on tente de relancer une équipe de légende en ajoutant un préfixe new au nom, elle est toujours défavorablement comparée à l'original et échoue donc toujours. Il n'est donc pas surprenant que cela se soit produit avec cette seconde version des Blackjack, car bien que les deux performeurs étaient bons dans leur rôle, ils étaient condamnés dès le départ. Donc avec ça à l'esprit, lorsque les blessures de Barry Windham ont commencé à s'accumuler en 1997, la WWE a décidé de dissoudre l'équipe et de se concentrer sur Bradshaw en tant que compétiteur en solo pour l'année suivante. Bien qu'il ait toujours donné le meilleur de lui-même lors de chaque match, affrontant des adversaires tels que Jeff Jarrett et Marc Mero, il a eu du mal à se connecter avec le public à grande échelle et donc n'a jamais vraiment dépassé le statut de milieu de carte. Néanmoins, heureusement pour lui, Vince McMahon voyait beaucoup de potentiel en Bradshaw et ne voulait tout simplement pas abandonner l'idée d'en faire quelque chose de plus. Ainsi, en novembre 1998, il a commencé une association avec Farouk pour former les Acolytes, une unité alignée sur l'occulte qui peignait des pentagrammes sur leur poitrine et s'était dirigée par The Jackal, alias Don Callis, aujourd'hui à l'EW.
C'était certainement un changement radical pour Bradshaw en termes de personnage, mais il a tout de même réussi à le faire fonctionner. Les deux grands hommes sont rapidement devenus les hommes de main de l'Undertaker au sein du Ministry of Darkness, puis plus tard du Corporate Ministry, une fusion impie entre deux factions. En tant que membre de ces factions, la cote de Bradshaw a considérablement augmenté alors qu'il devenait un visage régulier des segments de premier plan de 1998 et de la première moitié de 1999, remportant même les titres par équipe de la WWE à 2 reprises. Lorsque l'Undertaker s'est blessé à l'automne 1999 et que le Ministry a été dissous, Bradshaw et Farouk ont été de nouveau laissés à eux-mêmes. Pour deux lutteurs moins talentueux, ça aurait pu signifier la fin de leur carrière, mais heureusement pour eux, ils étaient suffisamment doués pour prospérer. Ils ont réussi en évoluant vers des personnages qui reflétaient beaucoup plus leur personnalité réelle. C'est à ce moment-là que les acolytes ont commencé à apparaître dans les segments en coulisses en train de boire des bières, de jouer aux cartes et de fumer des cigares. Et quand ils n'étaient pas occupés à ça, ils montaient sur le ring pour livrer des combats durs à leurs adversaires, laissant souvent les deux parties meurtries et mal en point à la fin. Il n'a pas fallu longtemps avant que certains membres du roster ne commencent à remarquer leur penchant pour les bagarres, et c'est à cette époque que l'entrepreneur Bradshaw a commencé à vendre leurs services en tant que garde du corps à toute personne prête à payer pour ce privilège. C'est ainsi que l'APA ou Acolyte Protection Agency est né, Bradshaw et Farouk devenant des mercenaires alloués, généralement appelés au moment opportun pour éliminer une équipe de heel qui causait des problèmes aux face. Ce gimmick a finalement permis au Texan de passer à la vitesse supérieure, lui donnant l'occasion de montrer sa personnalité dans de nombreux segments humoristiques en coulisses où le duo jouait sur leur image de bagarreur de bar. C'est aussi à cette époque que les premières accusations d'intimidation en coulisses par Bradshaw ont commencé à émerger, un sujet qui reviendra à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Cela dit, rien de tout ça n'a semblé ralentir sa progression car à ce moment-là, il était devenu un bon ami du patron Vince McMahon. Et donc, après avoir remporté les titres par équipe pour la 3e fois le 9 juillet 2001 lors d'un épisode de Raw, McMahon a commencé à nouveau à envisager de pousser Bradshaw en tant que lutteur en solo. Ses plans ont débuté avec sa victoire pour le championnat européen contre The Hurricane plus tard cette année-là, marquant sa première victoire en solo avec la compagnie. Peu de temps après, l'APA était officiellement séparé lors du premier draft de la WWE et Bradshaw, projet personnel de McMahon, est passé à Raw à temps plein, où il a encore accentué ses racines texanes en emportant une cloche de vache sur le ring et en faisant brièvement équipe avec Stone Cold Steve Austin pour affronter la NWO. Après ça, Bradshaw a tenté de se faire un nom dans la division hardcore où son style de bagarreur pouvait vraiment s'exprimer, remportant le titre hardcore à 17 reprises au cours de l'année 2002. Et donc avec ses récents succès, il semblait enfin prendre de l'élan en tant que face, capable de devenir un sérieux main eventer. Il était donc malheureux pour lui qu'en septembre de cette année-là, il se soit déchiré un biceps lors d'un house show, ce qui l'a mis hors d'action pendant 6 mois et a interrompu tout progrès qu'il avait fait jusqu'à ce moment-là. Lorsqu'il est revenu à l'action en juin 2003, c'était à nouveau en équipe avec Farouk, une décision qui a surpris certains étant donné à quel point McMahon croyait en lui auparavant. Peut-être que le patron avait eu des doutes sur la capacité de Bradshaw à se faire un nom en tant que main eventer pendant son absence, ou peut-être qu'il sentait simplement que Farouk avait besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Quoi qu'il en soit, l'APA a repris là où elle s'était arrêtée, dominant la division par équipe pendant l'année suivante en battant des équipes comme Brock Lesnar et Big Show, ainsi que Charlie Haas et Shelton Benjamin. Leur équipe a duré jusqu'au 18 mars 2004 où lors d'un épisode de SmackDown, lorsque le manager général Paul Heyman a imposé une stipulation selon laquelle, si l'APA perdait son match ce soir-là, Farouk serait renvoyé. La raison en était double. Farouk était sur le point de prendre sa retraite des rings, mais plus important encore, Bradshaw était sur le point de bénéficier à nouveau d'une poussée en tant que main eventer. Ainsi, ils ont perdu le match ce soir-là et s'en est suivi un segment d'adieu émotionnel qui a vu l'ancien champion européen discrètement passer du côté des heels avant de repartir en solo. Et à partir de là, il se préparait à radicalement changer de personnage qui marquera cette fois-ci l'industrie du catch. Ce changement de gimmick fut introduit aux spectateurs très peu de temps après, lorsque John Bradshaw Layfield, connu précédemment sous le personnage de Cowboy, se transforma en JBL, un personnage inspiré par J.R. Ewing. Ce nouveau personnage de JBL ou John Bradshaw Layfield était inspiré du succès réel de Layfield en tant qu'analyste financier et entrepreneur en dehors du monde du catch. Le personnage de JBL se présentait régulièrement sur le ring en limousine, vêtu d'un costume, d'une cravate et d'un chapeau de 10 gallons. En fait, 1 an auparavant, il avait même publié un livre sur la gestion financière intitulé Have More Money Now. Le succès de ce livre a sans doute contribué à convaincre les dirigeants de la WWE de lui confier ce changement de personnage. Au début, le changement sembla déconcertant et le fait qu'il soit propulsé directement dans le main event avec une rivalité contre Eddie Guerrero parut un peu forcé. Néanmoins, JBL prouva rapidement à ses détracteurs qu'ils avaient tort. Il parvint à susciter une chaleur nucléaire après un segment controversé où il se moquait du public largement hispanique de SmackDown avec une vidéo préenregistrée de lui en train de chasser des immigrés illégaux à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ensuite, il réussit à battre le Latino Heat lui-même à 2 reprises. D'abord par disqualification lors de l'un des matchs les plus sanglants de l'histoire de la WWE lors de Judgment Day le 16 mai 2004, puis de nouveau pour remporter le titre de la WWE dans un Texas Bull Rope match le 27 juin lors de The Great American Bash.
Après toutes ces années passées dans la mid-card, JBL atteignit enfin le sommet, et tous ceux qui pensaient que Layfield échouerait dans ce rôle furent convaincus du contraire car il conserva le titre pendant presque un an, établissant ainsi sa place en tant que main eventer légitime. JBL a parlé de cette période dans les années qui ont suivi en affirmant qu'il savait que si cette opportunité ne fonctionnait pas, ce serait probablement sa dernière chance dans un rôle aussi important. Quelle chance alors d'avoir non seulement un excellent nouveau gimmick pour le propulser au sommet, mais aussi l'un des plus grands catcheurs de tous les temps, Eddie Guerrero, pour lui donner l'apparence d'1 million de dollars. Layfield remerciait continuellement Guerrero comme étant celui qui a contribué à la carrière qu'il a eue par la suite. Mais il ne s'agissait pas seulement du succès dans le ring pour le dieu du catch, comme il se surnommait maintenant. Il continuait également à bâtir une belle carrière parallèle en tant qu'analyste financier, devenant un visage régulier sur CNBC, puis plus tard sur Fox News dans les années qui suivirent. De retour à la WWE, son plus grand défi allait bientôt se présenter à lui, car à SummerSlam le 15 août 2004, il devait défendre son titre contre l'Undertaker, JBL prenant soin de s'entourer de renforts, en l'occurrence Orlando Jordan, en préparation de ce match pour l'aider à conserver sa ceinture. En fin de compte, ça lui a permis de conserver son titre, car le Phenom a fini par être disqualifié après avoir frappé le champion avec la ceinture, suivi d'une prise de l'Undertaker à travers le toit de sa limousine. Par la suite, Layfield a tenté d'échapper à un nouveau match contre son attaquant en portant un collier cervical de protection avec un chapeau de cow-boy par-dessus pendant les semaines suivantes. Néanmoins, ça n'a pas suffi à empêcher un second match et ainsi un Last Ride match a été organisé pour No Mercy en octobre où, à la surprise de beaucoup, le champion a réussi à conserver son titre bien que de manière controversée. En fait, dans un pur style de heel, presque toutes les défenses de JBL durant ce règne ont été marquées par une sorte d'interférence qui l'aidait à obtenir la victoire, un peu comme Roman Reigns. Il a également élargi son entourage, incluant les frères Basham et brièvement Amy Weber, formant une unité spéciale appelée The Cabinet. Cette équipe a réussi à faire son travail en aidant JBL à défendre son titre contre des adversaires tels que Booker T, Kurt Angle et Big Show, alors que Layfield poursuivait son règne de record à SmackDown, devenant le plus long champion de la WWE en plus de 10 ans. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et à WrestleMania 21, le 3 avril 2005, le règne de la décennie a finalement pris fin lorsque le Texan a été battu par John Cena, qui commençait alors à se faire un nom en tant que nouveau visage de la compagnie. Après cette défaite, JBL s'est de nouveau retrouvé au cœur d'une controverse lorsqu'il est apparu lors du pay-per-view One Night Stand le 12 juin de la même année en tant qu'anti-ECW. Il s'est également impliqué dans une bagarre sur le ring à la fin de la soirée où il a attaqué Blue Many pour de vrai. Suite aux événements de cette soirée, JBL s'est attiré les foudres des dirigeants et a été contraint de perdre contre l'original d'ECW lors d'un épisode de SmackDown, ce qu'il a fait le 7 juillet de cette année-là après avoir reçu l'un des coups de chaise les plus brutaux jamais vus à la télévision de la part de Stevie Richards en représailles pour ses actions passées. Après ça, il est revenu dans la course au titre mondial en affrontant Batista pour le titre au Great American Bash le 24 juillet. Bien qu'il ait remporté le match par disqualification, il n'a pas remporté la ceinture. A la place, ça lui a valu un match revanche à SummerSlam le mois suivant, bien que celui-ci se soit également terminé par une victoire de Batista, brandissant le titre à la fin de la soirée. Par la suite, JBL a engagé une consultante en images, Jillian Hall, pour redorer sa carrière. Et peu de temps après, il est revenu à ses victoires en battant Rey Mysterio lors du pay-per-view No Mercy en octobre, puis en ayant une feud avec Bobby Lashley qu'il a finalement battu alors que la nouvelle année approchait. À WrestleMania 22 en avril 2006, il a réussi à battre Chris Benoit pour remporter le championnat des États-Unis, se réinventant ainsi tout en se mettant en quête de devenir double champion en ciblant le champion du monde poids lourd de l'époque, Rey Mysterio, presque immédiatement après. Malheureusement, malgré ses efforts pour affaiblir le favori des fans, il n'a pas réussi à prendre la ceinture lorsqu'ils se sont finalement affrontés à Judgment Day le 21 mai. Peu de temps après, il était écarté des écrans après s'être blessé au dos, il est resté absent jusqu'en juin, moment où il est revenu à la WWE en tant que commentateur. À ce stade, les années passées sur le ring commençaient à rattraper le Wrestling God. Il a donc progressivement glissé vers une semi-retraite, passant principalement derrière le micro en tant que commentateur de SmackDown pendant les années suivantes, tout en continuant à monter sur le ring lorsque nécessaire. Initialement, JBL a rencontré du succès dans ce nouveau rôle, apportant un peu de vie à l'équipe de commentateurs de la WWE, souvent jugée terne et trop formatée. Avec le temps néanmoins, les bords rugueux de son travail ont été progressivement lissés et il est malheureusement devenu un commentateur comme les autres. Mais heureusement pour lui, il a eu encore quelques moments mémorables sur le ring qui ont contribué à le maintenir pertinent aux yeux des fans. Parmi ces moments, on peut citer sa rivalité avec Chris Jericho, ses tentatives de reconquérir le titre de la WWE face à Randy Orton, sa domination financière sur Shawn Michaels et sa rivalité avec CM Punk tout au long de l'année 2008 où le Texan amateur de whisky ralliait CM Punk pour son style de vie straight edge. Allant même jusqu'à le défier dans un concours de boissons, concours auquel bien sûr le natif de Chicago n'a pas participé, préférant administrer une raclée à Layfield. Ça a même conduit JBL à défier Punk pour le championnat du monde poids lourd lors de SummerSlam de cette année-là, mais à ce stade, il n'était plus vraiment un compétiteur sérieux pour gagner la ceinture. Car en effet, il utilisait ses derniers matchs pour mettre en avant la jeune génération, ce qu'il a réussi à faire durant son dernier run. En récompense de ça, et pour ses nombreuses années avec la compagnie, il a été gratifié d'une dernière course de légende avec le titre intercontinental en 2009, cette victoire faisant de lui le 10e champion de la WWE à avoir remporté le Grand Chelem. Après ça, il a décidé qu'il était temps de raccrocher ses bottes pour de bon, il a donc mis en valeur Rey Mysterio à WrestleMania 25, perdant contre lui en seulement 21 secondes, puis saisissant un microphone pour annoncer aux fans qu'il abandonnait son poste.
C'était certainement une façon appropriée pour un heel comme Layfield de tirer sa révérence parfaitement en accord avec son personnage peu scrupuleux. Une fois ce passage de sa vie terminé, la réalité de devenir un lutteur à la retraite a commencé à s'installer, et il a concentré son attention sur son rôle de commentateur tout en accordant plus de temps à ses activités extérieures, telles que ses diverses entreprises et son site web The Layfield Report où il donnait son avis sur divers événements mondiaux. En 2012, il a eu l'honneur d'introduire son ami proche et ancien partenaire d'équipe de l'APA, Ron Simmons, au Hall of Fame de la WWE. Les deux se réunissant même brièvement lors de Raw 1000, quelques mois après ça, et il a même fait une autre apparition comique lors du Royal Rumble 2014, quittant sa place de commentateur pour se faire rapidement éliminer par Roman Reigns. Ces dernières années, il s'est de nouveau retrouvé au cœur d'une controverse après que son comportement présumé d'intimidation envers le commentateur Mauro Ranallo, ouvertement bipolaire, ait conduit ce dernier à quitter la compagnie. Peu de temps après, JBL a pris un rôle plus partiel au sein de la WWE, s'éloignant du poste de commentateur à plein temps, n'apparaissant que de temps à autre lors des pré-shows avant les pay-per-views. En avril 2021, JBL a été officiellement intronisé au Hall of Fame de la WWE après une carrière impressionnante de 30 ans dans l'industrie. Que vous l'aimiez ou non, il ne fait aucun doute que John Layfield est une légende de la WWE et mérite d'être reconnu comme tel. Malgré toutes les controverses, il s'est révélé être l'un des lutteurs les plus polyvalents que l'industrie n'ait jamais connu, ainsi qu'un grand heel à une époque où ils étaient rares. Et bien sûr, le plus important de tout, il reste un véritable dieu de la lutte. Maintenant, l'année 2024 semble marquer un véritable renouveau pour JBL. Il a récemment fait un retour inattendu du côté de la AAA après avoir posté des vidéos de sa transformation physique sur Instagram quelques jours auparavant. JBL était là pour accompagner Nick Nemeth, anciennement Dolph Ziggler, qui défendait ce soir-là son titre contre l'ancien champion de la promotion, Alberto Del Rio ou Alberto El Patron. Ce soir-là, JBL représentait le vieux Texan avec un clin d'œil à l'attitude qu'il avait eue envers Eddie Guerrero durant leur feud. Mais ce n'est pas tout. JBL a également fait son apparition dans une autre fédération indépendante que vous connaissez certainement, la Game Changer Wrestling, qui a gagné en visibilité grâce à Jon Moxley, anciennement Dean Ambrose. JBL est sorti de la foule lors du pay-per-view Upcoming Night 1 où il a porté à plusieurs reprises sa Clothesline from Hell sur l'une des stars majeures de la promotion. Et si cela ne suffisait pas, il est réapparu 3 jours plus tard à la fin du match de Nick Nemeth lors d'un show hebdomadaire de la TNA, lui chuchotant à l'oreille avant de repartir en coulisses. Alors cela marque-t-il le retour de JBL dans un ring ou simplement un nouveau rôle en tant que manager? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, j'ai hâte de voir la suite et de revoir JBL déployer son talent dans un ring de catch car je suis convaincu qu'il en est encore capable en tant que dieu de la lutte. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire, à partager la chaîne surtout et à lâcher un j'aime, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince, merci à tous.